Alors Arlette, on commence avec vous, puisque vous vouliez nous dire que le RN n'avait jamais été aussi proche du pouvoir ce soir. Oui, en tout cas, vous avez remarqué, on a dit la difficulté qu'aurait effectivement le nouveau Premier ministre de trouver un accord et de concilier les exigences des LR et des socialistes. Oui. Personne n'a parlé du Rassemblement national. Non, vous avez raison. Pourquoi ? Parce que je pense que désormais, le président de la République et évidemment le Premier ministre ont compris que ça ne servait à rien d'essayer de trouver un compromis, des ententes, une neutralité, de l'espérer. En tout cas, ils ont bien compris la leçon. Michel Barnier s'est fait avoir, a été piégé par le Rassemblement national après avoir beaucoup cédé. Et François Bayrou a vite compris aussi que c'était pas la peine de compter également sur une certaine bienveillance du Rassemblement national. Alors, on va le dire clairement, Sébastien Lecornu est prévenu. Et d'ailleurs, s'il a écouté, ce qu'il a sûrement fait, bien entendu, Marine Le Pen hier soir, invitée du 20h de TF1, il a bien compris la position du Rassemblement national exprimée par celle qui dirige le groupe. Je lui dis, Monsieur le Président, vous n'avez que 2 moyens de sortir de la crise que nous connaissons. Soit vous opérez la dissolution de l'Assemblée nationale, soit vous démissionnez. Je souhaite une dissolution parce que je veux gagner 1 an pour l'alternance, précisément. Voilà, elle s'adresse au président de la République, mais le message est clair aussi pour le Premier ministre. Dissolution, ça veut dire censure. Alors, on disait il y a quelques semaines, le Rassemblement national a besoin de temps, et puis il est respectable, il ne va pas réclamer la dissolution. Non, tout a changé, on a bien compris. Pourquoi ? Parce que le Rassemblement national considère aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une fenêtre d'opportunité politique. C'est le moment où il peut espérer, et vous le disiez effectivement, arriver ou s'approcher en tout cas du pouvoir. Pourquoi ? Il y a plusieurs éléments, on va les passer en revue. Très vite, d'abord, il y a les enquêtes d'opinion. Marine Le Pen réclame la dissolution. On voit les enquêtes d'opinion. Il y a une majorité de Français aujourd'hui qui la souhaitent. Ce n'était pas le cas. Et chez les électeurs du RN, 84%. Quand vous êtes à la direction du parti, vous pouvez pas dire non, nous finalement on la souhaite pas la dissolution. Non. Deuxième élément, la droite, on en parlait, va un peu mieux grâce à Bruno Retailleau, mais les LR restent encore divisés. C'est compliqué pour eux, donc il vaut mieux effectivement aller vite là aussi pour retourner aux urnes, ce que souhaitent pas les Républicains. Troisième élément important, le Rassemblement national considère que le fameux Front républicain qui l'a privé du pouvoir lors de la dissolution, les élections législatives qui l'ont suivi, ce Front républicain a du plomb dans l'aile. Pourquoi ? Parce que la gauche est divisée et que beaucoup d'électeurs modérés, cette fois, entre le RN et LFI, par exemple, un candidat, il s'abstiendrait peut-être et ne voterait plus pour la France insoumise contre lui. J'ajouterai un autre petit élément, une petite précision. Nicolas Sarkozy, vous savez, qui a reçu Jordan Bardella et qui disait il y a quelques jours dans une interview au Figaro, confirmation, qu'il considère que le RN fait partie de l'arc républicain. Il peut donc gagner des élections si c'est le choix des Français, dit Nicolas Sarkozy. C'est très intéressant, ce que vous venez d'évoquer. Mais il y a un mais, peut-être, non ? Non, mais est-ce que le Rassemblement national est justement en train de trouver, j'allais vous dire, sa place dans la vie politique française? Vu leur score, elle l'est depuis longtemps, mais dans la capacité qu'on a à en parler, et notamment les autres à en parler. Je suis en train de vous demander s'il y a une vraie dédiabolisation du RN. Moi, je considère que le fait que l'ancien président de la République reçoive Jordan Bardella, pour ça que je cite Nicolas Sarkozy, le fait qu'il accorde dans cette interview, qu'il parle encore une fois du droit, parce qu'il est un parti de l'arc républicain du RN accéder au pouvoir, ça change beaucoup les choses. Il participe à la dédiabolisation, en fait, Nicolas Sarkozy. Alors, le dernier élément quand même intéressant, c'est bien sûr la situation juridique de Marine Le Pen. Le procès en appel aura lieu entre janvier et février prochain. Marine Le Pen, évidemment, pourrait être empêchée d'être candidate, ou bien serait candidate, mais peut-être invalidée si elle était élue. Ils envisagent évidemment une solution, on l'a dit, au Rassemblement national, c'est de saisir le Conseil constitutionnel. Mais en tout cas, la dissolution, Marine Le Pen l'envisage, même si elle ne pouvait pas être candidate ou élue, elle le dit, prête au sacrifice. On l'écoute.
Je suis prête à sacrifier tous les mandats de la terre pour vous empêcher de massacrer les Français avec vos politiques absurdes et vos pseudo-économies injustes et toxiques. Voilà, alors on sait que Jordan Bardella aussi serait candidat aux législatives s'il y avait une dissolution. Le parti dit qu'il est prêt. La campagne aussi, elle se joue sur nous ou le chaos. C'est pour ça qu'effectivement, il se rapproche doucement peut-être, pensent certains, du pouvoir. Nous ou le chaos, c'est-à-dire que demain, compte tenu aussi des enquêtes d'opinion qu'il situe encore autour de 30%, il n'aurait peut-être pas la majorité absolue à l'Assemblée, mais en tout cas, il serait le premier groupe avec une marge, une progression un peu plus importante que certains l'imaginent. Donc ce serait une minorité, mais qui serait peut-être prête à agir à condition que du côté de la droite, on lui donne un petit coup de main, ce qui n'est pas exclu. Bon, vous êtes en train de nous dire que la situation politique va continuer à être extrêmement compliquée et les équilibres aussi. Oui, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est qu'ils ont changé d'attitude. Oui. Et vous l'avez entendu, il y a aussi, même si elle ne signe pas évidemment le texte demandant la destitution du président de la République comme bien sûr les Insoumis, la dissolution voulue, assumée, demandée par Marine Le Pen change quand même beaucoup les choses. Pascal Perry, vous vouliez nous parler de la note de Fitch. Alors on va rappeler ce qu'est Fitch. Fitch est une agence de notation. Voilà. Ça s'appelle Fitch Rating. To rate, en anglais, R-A-T-E, ça veut dire évaluer. Et vous vouliez ajouter surtout, ne paniquons pas, parce de fait, on pétoche un petit peu pour se demander si on va être dégradé. Donc, on a le trouillomètre peut-être qu'on le mérite, j'en sais rien. Oui. Dans certains on le mérite pas un peu d'être dégradé ? Si on mérite d'être dégradé ? Oui, avec nos déficits et tout le tout team. C'est pas facile, parce que votre question est compliquée. Votre question est compliquée parce que il y a des éléments à charge et à décharge. Et j'aimerais pouvoir vous les présenter. Merci, Maître Perry. Avec les rendre compte. Monsieur le Président, avec mon client est innocent. Oui, bien sûr. Alors, vous avez trois agences de notation. Les trois agences de notation. Vous avez Standard & Poor's, vous avez Moody's, qui sont les deux plus importantes, et puis il y a Fitch Rating. Alors, bon, on est toujours avec Standard & Poor's et Moody's. Vous allez voir pourquoi je vous fais cette remarque. Pourquoi il y en a trois. Nous sommes à A-. Vous remarquez qu'il y a 2 fois la lettre A. Oui. Et 3 fois s'il s'agit de Fitch. Je lève une option sur Fitch. Imaginons que ce soir, Fitch décide à 22h à la clôture de Wall Street de nous retirer une des lettres A pour nous sanctionner parce que les perspectives sont négatives. On deviendrait quoi, là ? Alors, on fait toujours la synthèse. Oui. Les prêteurs font toujours la synthèse. C'est ce schéma-là. D'accord. L'hypothèse, donc, d'une dégradation par Fitch, elle nous renvoie au mois d'octobre. Alors, ce serait toujours AA pour la France. On fait une espèce de moyenne, là, si vous voulez. Bon, première lame, quand même, Fitch. Et là, je réponds peut-être un peu plus précisément à votre question. Il y a le mois d'octobre qui arrive juste après, et on attend l'évaluation de Standard & Poor's et de Moody's. Donc c'est le mois d'octobre au cours duquel ces deux agences vont rendre leur copie qui sera le plus déterminant. En quoi c'est important, pardonnez-moi ? Est-ce que vous voulez bien le rappeler à c'est important nos téléspectateurs, parce que c'est pas rien. Non, ça détermine la prime de risque, c'est-à-dire quel est le risque qui pèse sur la signature France. Mais j'ai envie d'être à décharge et de vous dire que nous sommes déjà considérés aujourd'hui par les marchés comme un pays moins sûr que par le passé. Les investisseurs considèrent la dette française comme moyenne de catégorie inférieure. Donc les conditions... Ils ont raison. Oui. Auxquelles on nous prête aujourd'hui, les conditions auxquelles on nous prête aujourd'hui sont dégradées par rapport au passé, et le changement de notation n'aurait pas d'effet de ce point de vue. En revanche, il aurait un effet sur un autre aspect qui est de nous aliéner un certain nombre de prêteurs dont le statut ou dont les statuts d'entreprise interdisent de prêter en dessous de l'évaluation du AA. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une espèce de mâchoire qui se refermerait. Nous aurions un besoin de liquidité élevé avec une quantité de prêteurs réduite et donc une assiette disponible pour l'agence France Trésor inférieure. Il y a un jeu d'offres et de demandes et
je ne vous l'apprends pas, Yves, le rapport déséquilibré entre l'offre et la demande, ça fait monter les prix. Oui. Et donc le risque serait qu'en conséquence, il y ait une augmentation des taux, une double augmentation des taux, tout à la fois liée aux perspectives économiques du pays et liée au fait qu'il y aurait moins de gens demain sur le marché pour nous prêter de l'argent. Pardonnez-moi, ça aurait des conséquences très importantes et graves, on est bien d'accord. Ça aurait des conséquences graves, en effet. Il nous reste une minute. Ça en a déjà. L'agence France Trésor a placé 11 milliards d'euros la semaine dernière à 4,40%, ce qui est un taux relativement élevé. Mais et là je réponds un peu à votre question, qu'est-ce qui nous a jusqu'à présent fait défaut ? C'est tous ces éléments. Pourquoi est-ce que nous avons été dégradés ? Parce que nous sommes incapables de mettre en œuvre un plan d'assainissement budgétaire sérieux et durable. Parce qu'il y a en France des oppositions politiques et une pression sociale hostile à la réforme, parce que la croissance économique est moins favorable que prévu. On a certes une croissance qui a été réévaluée à 0,8%, oui. C'est quand même pas la fête, 0,8%, on part de 0,6 pour aller à 0,8, le chômage se tient pas trop mal, c'est vrai, l'inflation est relativement maîtrisée, mais tout ce qu'on vient d'évoquer là pendant une heure est très désincitatif. Alors je vous rassure, Fitch n'a pas pris sa décision dans le quart d'heure qui vient de s'écouler. Mais il pense quand même qu'on n'est pas vraiment à la hauteur. Il pense qu'on n'est pas à la hauteur. Au mois de juin, l'Europe considérait qu'on était sur la bonne trajectoire. Et puis cet été, paf, le truc a dérapé. Merci beaucoup, Pascal. Alors, Isabelle, vous avez nous parlé de politique étrangère, et en l'occurrence du président Trump aux États-Unis, dont vous nous dites qu'il continue de se mettre toujours ses alliés à dos. Expliquez-nous. Oui, il scie la branche sur laquelle il est assis, ou alors si on adopte le parler Trump, il est gentil avec ses ennemis et méchant avec ses ennemis, avec ses amis, pardon. Ses amis. Et le dernier pays qui vient d'en faire les frais, c'est la Corée du Sud. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était le 4 septembre, une razzia dans une usine automobile de Géorgie, près de la ville de Savannah, et une arrestation de 450 ouvriers automobiles. Parmi ces 450, 350 ouvriers sud-coréens. C'est énorme, c'est la plus grande razzia anti-immigration depuis l'arrivée de Donald Trump. Donc c'est incroyable. Je ne sais pas si on va voir les images, mais les ouvriers coréens ont été enchaînés. Donc c'est quand même un peu humiliant. Puis enchaînés ? Oui, enfin, enchaînés avec des chaînes, oui, des menottes en chaîne. Ah oui, menottés, c'est pas tout, pardonnez-moi. Certains ont été enchaînés, apparemment. Et ensuite, ils ont été incarcérés, puis rapatriés directement à Séoul. Alors, qu'est-ce qu'on leur reproche ? Bien entendu, on leur reproche de ne pas être en règle avec leurs papiers, de travailler illégalement aux États-Unis. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu de visa de travail, ils ont juste le statut d'invité parce que ils devaient travailler dans cette usine. Et en fait, il fallait faire vite parce que c'était l'inauguration de cette usine qui devait normalement faire plaisir à Trump et qui devait être en fait la vitrine de tous les investissements qui ont été promis par le président sud-coréen pour faire plaisir à Donald Trump et surtout pour servir la fameuse réindustrialisation de l'Amérique. Alors, on a construit cette usine. La Corée du Sud a promis, c'est quand même beaucoup, 350 milliards d'investissement dans les manufacturières aux États-Unis. Donc évidemment, c'est la consternation à Séoul. C'est le minimum. D'autant que pour plaire à Donald Trump, le président Lee Jae-myung avait même été jusqu'à prendre ses distances avec le président chinois Xi Jinping. Donc il avait tout fait pour plaire au président américain. Alors aujourd'hui, la Corée du Sud a très peur d'être abandonnée par les États-Unis. Il y a presque 30 000 soldats américains en Corée du Sud. Et surtout, Donald Trump aimerait bien refaire un sommet en tête-à-tête avec le dictateur nord-coréen, vous savez, celui qui... Oui, pourquoi il aime tellement ça ? Celui qu'il appelle Rocketman. Oui. Or, il se trouve que la Corée du Sud est évidemment à couteau tiré avec la Corée du Nord. Elle est à portée de tir de l'artillerie nord-coréenne. Et donc, il y a une inquiétude à Séoul. Et puis, surtout, un doute énorme sur la solidité de l'Alliance Atlantique. Mais la Corée du Sud n'est pas la seule à s'inquiéter. Le Japon, c'est pareil. Les Philippines, c'est pareil. Ils sont tous échaudés par les signaux très contradictoires Donald Trump. L'Inde, il est sérieux ou quand j'allais dire dans ses menaces. Est-ce qu'on peut vraiment penser qu'il n'interviendrait pas d'une quelconque façon si aujourd'hui la Corée du Sud, était attaquée ?
Alors, on n'en est pas encore là parce que là, on est un petit peu dans un réchauffement entre avec le nouveau président sud-coréen, mais en fait, on ne sait pas. C'est exactement comme avec Taïwan. Les garanties américaines ont été affaiblies par les déclarations de Donald Trump. On l'a vu la semaine dernière, Donald Trump a perdu l'Inde, qui est quand même un pays neutre ou multi-allié. 50% de droits de douane. Pour punir l'Inde de vendre du pétrole avec la Russie, on suffit à précipiter l'Inde dans les bras de Xi Jinping, le dictateur chinois. Mêmes inquiétudes dans les pays du Golfe. On se souvient que quand les Iraniens avaient attaqué les installations pétrolières saoudiennes Aramco, Trump, c'était son premier mandat, n'avait pas réagi. Les attaques des Houthis du Yémen, Trump n'a pas réagi. Et bien là, les attaques israéliennes le raid israélien contre les dirigeants du Hamas qui étaient au Qatar, qui menaient des négociations, a augmenté le sentiment que l'allié américain n'était plus un allié fiable, parce que le Qatar est un allié des États-Unis, et puis le Qatar abrite quand même la plus grande base américaine au Moyen-Orient. Donc bref, pour ces pays du Golfe, la question est la suivante: est-ce que les Américains sont encore fiables? Alors on peut évidemment parler des pays européens, la manière dont ils se font humilier par Donald Trump. On peut rappeler le bureau ovale avec Zelensky, les droits de douane qui sont imposés aux pays européens. Finalement, Donald Trump préfère les dictateurs et les autocrates. Il est faible avec les forts et fort avec les faibles. Le problème, c'est que les autocrates et les dictateurs ne le lui rendent pas vraiment beaucoup. Kim Jong-un s'est joué de lui. Il n'a pas voulu dénucléariser son pays. Vladimir Poutine se joue de lui aussi. Alors, Trump risque de faire le vide autour de lui, et ce vide risque d'être rempli par les puissances révisionnistes. Eh bien, vous ne m'avez pas rassuré. Merci infiniment à vous, Arlette, Pascal, Isabelle.